Joc, Valmagna, jeudi 3 septembre. La propriétaire de la maison d'hôtes Fleur de Conflans nous a préparé un petit déjeuner copieux que nous prenons ensemble. Son âne, dans le champ voisin, ne cesse de braire, l'appelant sans doute pour la saluer, ou peut-être plutôt parce qu'il a faim. Le soleil n'est pas levé quand je quitte le Mât-Rubis, mais il ocre l'horizon, plongeant la nuit dans la lumière et la pâle lune vers son invisibilité provisoire. Il est devant mes yeux le massif tant attendu, la montagne emblématique de la Catalogne française, le pic du Canigou, qu'il va me falloir bientôt aborder par l'arête d'un de ses contreforts. Plus tard, dans la matinée, je passerai un col, basculant sur les flancs pentus de l'étroite vallée de la Lentilla, que je remonterai presque jusqu'à sa source et qui me plongera dans le cœur du massif. Mais pour l'instant, je traverse le village de Finestret, qui garde justement l'entrée de cette vallée. Je suis toujours bien sûr dans le pays catalan. La rivière traversée, un escalier marque le départ du GR36 qui rejoint une piste. Celle-ci s'élève rapidement à travers forêts et vignes. La montée me réserve des vues lointaines sur les collines que j'ai traversées hier, en direction du nord donc, au loin sur le Fenouillède et plus proche de moi sur la vallée du Tête. À mes pieds s'étire le village fortifié d'Espira de Conflans. Les hautes et moyennes vallées de la Tête correspondent à la région du Conflans qui, comme ce nom l'indique, fait référence à la confluence de la Tête et de ses affluents. Je foule la Znief, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, massif du Canigou, dont l'exposition dominante est nord. Ici, la forêt est la formation végétale la plus abondante. Le sentier traverse des bois thermophiles de chênes verts et de chênes pubescents, des maquis assistent à feuilles de laurier et des landes à canules. J'atteins bientôt le pic Marbais à plus de 700 mètres d'altitude. Je franchis le col et bascule vers la longue et très sauvage vallée de la Lentilla que je vais remonter jusqu'à Ballestavi, Vallèstavia en catalan. En face, sur le flanc opposé, je devine la route taillée dans la paroi qui, elle aussi, progresse bravement de virage en virage. Ma vue se perd dans la molle succession de crêtes et de talwegs, mais à mes pieds, les apics sont impressionnants. À force de progresser de ravine en ravine, de ruisseau en ruisseau, de correc en correc, je finis par rejoindre le lit de la Lentilla aux eaux fraîches et claires. Un châtaignier profite de leur présence pour s'épanouir. Je lis que dans cette Znief, les ripisylves, ces forêts le long des cours d'eau, comprennent notamment deux habitats d'intérêt communautaire, des galeries d'aulnes pyrénéo-catalanes et des forêts de frênes et d'aulnes fontinales. L'église romane de Sant'Andreu de Vallèstavia, avec son clocher-mur et son toit de lauze, mentionnée dès 1011 comme propriété de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa, abrite une exposition particulièrement intéressante qui mérite la longue halte que je m'apprête à faire. Plantée à côté de son cimetière, restaurée avec soin, on ne soupçonne pas qu'elle repose sur un amas de scories de fer, un ferrier que l'on date du 2e avant au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est dans la région du Canigou que les gisements de minerais sont les plus importants. Présence d'or, de plomb argentifère, de cuivre, mais surtout de fer. Les gros ateliers antiques romains sont progressivement abandonnés, sans doute à cause des troubles politiques et de la pénurie de bois. Dans le haut Moyen-Âge, les ateliers sont plus modestes, davantage dispersés et installés en altitude dans des zones de montagne plus inaccessibles. Réduire le minerai, fabriquer les outils, les ferrures, les clous, les armes et réparer ceux-ci nécessite 3 types de forges. Ces ateliers, évidemment proches des mines, étaient aussi des lieux de vie et occupaient une main-d'œuvre considérable. Mineurs, charbonniers, forgerons et autres ouvriers nécessaires aux tâches annexes.
Au XVIIIe siècle, par exemple, aux côtés des 8 ouvriers de l'usine du hameau de la Farga, bâtie près de la rivière, jusqu'à 160 personnes étaient employées. Voici le hameau médiéval de la Torre, l'autre hameau de Ballestavis. Celui-ci est construit sur un piton rocheux, là où la vallée s'élargit légèrement. Il est dominé par son imposante église du XVIIe siècle. Je décide de pique-niquer là, face à la haute vallée qui s'étire jusqu'au col de Palomares. Partout autour de moi, les pentes boisées grimpent jusqu'à plus de 1400 mètres. Partout, des forêts de chênes verts, de chênes pubescents, de hêtres, échelonnés sur les pentes. Quelques peupliers aussi près de la rivière, et quelques rares prés qui ont échappé à la progression de la forêt. L'endroit est sauvage et presque intimidant. Je jette un dernier regard vers le clocher fortifié de Saint-André, que je laisse en contrebas, dernier repère qui me relie aux hommes, avant de m'élancer bravement à l'assaut des flancs de l'Avetosa. Au détour du chemin, quand la forêt me laisse l'entrevoir, je scrute la basse vallée que j'ai parcourue ce matin depuis Finestret, la petite fenêtre, le petit passage entre les rochers où débouche la Lentilla, sans doute vers l'emplacement de cet horizon bleuté. Le correc d'Ancarbonel forme une vasque rafraîchissante dont la végétation abondante profite, hêtres, châtaigniers, bruyères. Quelle profusion de couleurs! Les verts, printaniers, clairs et légers, estivaux, plus sombres, presque noirs, mais aussi les bruns et les ocres des feuilles qui jonchent le sentier et annoncent les prémices de l'automne. J'avance ainsi jusqu'à une première borne nommée Massanet 886 mètres. Plus loin, il y en aura une seconde, Massanet 1000 mètres, 2 jalons posés là, qui sait, par une âme charitable, émue peut-être par le désarroi du randonneur livré à sa solitude. Cherchant à tout prix à revoir ma vallée, j'enjambe sans précaution rochers et calunes, branchages et ronciers, et me retrouve la cuisse joliment ensanglantée. Bravo, cela m'apprendra à vouloir voir toujours plus loin. Je repars sur l'aimable sentier, soudainement plus humain, passe au Massanet 1000 et débouche sur un replat herbeux face à de sublimes montagnes bleues qui m'ensorcellent, magie de l'altitude et de la chaleur estivale. Insensiblement, le sentier a changé son orientation. Dernier coup d'œil aux crêtes sombres qui m'ont accompagné jusqu'alors, place à de nouvelles lignes affirmées et majestueuses. Le pic Galinas et la Serra del Roc Negre, couleur d'étang et d'encre bleue, me font face, et avec eux, les parfums nouveaux et la chaleur exquise de l'adret m'étonnent et me ravissent. Par-delà ces pins qui ont colonisé la pente, s'annonce le sommet du Canigou, invisible encore, mais pas de doute, ce col du fond, c'est la Portella de Valmagna. Tandis que là-bas, en contrebas, au creux douillet de la vallée, derrière ces insolites chênes truffiers, se serrent les hautes maisons de Valmagna. Rien ne presse, je prends le temps de savourer la descente. Proche de l'église, le gîte d'étape Le Roc de l'Ours m'accueillera ce soir. Je passe la fin de l'après-midi à converser avec une adorable vieille dame, élégante et digne, qui m'accueille sur sa terrasse et m'offre de quoi me rafraîchir. Elle me raconte ses grandes randonnées à travers sa montagne natale et, remontant dans son passé, l'histoire de la tragédie du 1er et 2 août 1944. Le réseau Sainte-Jeanne a pour activité principale de faire passer la frontière à des personnes qui cherchent à rejoindre l'Espagne. En juillet 1944, le maquis FTP, francs-tireurs et partisans, Henri Barbus, composé de résistants français et de guérilleros espagnols, s'installe dans les anciennes mines de fer de la Pinosa, au-dessus de Valmagna. Les 1er et 2 août 1944, des troupes allemandes informées de l'emplacement du maquis mènent une opération de représailles sur le village.
En retardant les Allemands et les miliciens, le maquis permet à la population de fuir dans la montagne. Mais Valmagna est finalement pillée et incendiée par les troupes allemandes. 4 habitants qui n'avaient pas pu fuir sont abattus. Une jeune femme est martyrisée. Sophie, qui tient le gîte, est aussi bergère. Elle revient de Battère où elle est allée compter ses moutons et vérifier qu'ils se portent bien. Dans sa cuisine, je mange le repas qu'elle m'a acheté et préparé. Elle s'assure avec gentillesse que rien ne me manque et me conseille vivement de passer la nuit, demain, au refuge de Battère. Et de ne surtout pas manquer de goûter à sa spécialité au fromage de brebis.